Salut Bissama, bonjour les rôlistes. Aujourd'hui, non, je vais pas recommencer une série RPG, du moins pas tout de suite. Aujourd'hui, je vais un peu rebondir sur une remarque que j'ai eue de Jasage de jeu de rôle et qui m'a confirmé une idée que j'avais et je vais me lancer. Alors je sais pas s'il va y avoir beaucoup d'épisodes à cette série parce qu'il faut que ce soit des jeux auxquels j'ai joué et même potentiellement plutôt que j'ai maîtrisé, j'aurai plus de chances d'en parler correctement. Mais je vais vous présenter des jeux indés français auxquels j'ai joué, des jeux de rôle indés français auxquels j'ai joué, qui ne sont peut-être simplement pas rentrés sur les radars outre-Atlantique chez nos voisins canadiens, ou peut-être même d'autres pays de la francophonie. Après tout, c'est pas dit que ça parle à certains pays. Parce qu'il y a quand même des choses assez culturellement chargées dans les jeux que je vais présenter, donc on verra bien. Je vais commencer par un jeu auquel j'ai déjà parlé. Si vous avez vu mes vidéos sur RPG Day, et ben, je vais vous le montrer. C'est Warsaw. C'est un jeu qui a été édité en... Je vais pas dire de bêtises. 2007 ou 2008, je crois que c'était pour chez John Doe. Dans ce qu'ils appelaient à l'époque leur format one-shot, donc un format de bouquin qui n'a qu'un bouquin, et c'est tout, il n'y a pas de gamme construite, c'est simplement un jeu indé, écrit par un auteur qui ensuite a beaucoup vécu sur les forums de John Doe, où il y a eu des documents qui ont été créés en plus. Plus d'armement, plus de véhicules, plus d'infos sur les factions et tout ça. Je reviendrai, j'expliquerai tout ça. Je vais pour Bien sûr, je vais commencer par l'histoire. Donc, si j'en crois le premier texte, enfin le premier paragraphe qui est donné, le jeu commence en 1964 et la guerre, la Grande Guerre, donc la guerre que nous on connaît comme étant la guerre de 14-18, eh ben, ne s'est pas terminée en 1918 et elle continue toujours encore. Il ne reste plus que dans le conflit que deux gros blocs, l'Empire allemand et les soviétiques. Ils ont tous les deux changé de nom. L'Empire allemand a eu une refonte, s'est recréé et est donc devenu le nouvel empire, le Neue Reich. Et non, ça n'a toujours rien à voir avec le troisième empire allemand, avec le petit nerveux moustachu là. Non, non, celui-là il est mort au front comme une vieille merde. Pas important. Il n'existe pas, ça ne s'est jamais passé. Et les Allemands ont jamais fait ces atrocités-là. Bon, sauf que bon, en 50 ans de guerre, vous pouvez bien vous imaginer que c'est pas non plus des boy scouts. Et en face, donc j'avais dit, on a les soviétiques. D'abord, c'était les Russes. Puis c'est devenu l'Union soviétique. Puis maintenant, entre-temps, ils ont encore une fois changé de nom, changé d'apparence politique. C'est devenu le Komingrad. Toujours dirigé par Staline. Oui, oui, je sais en 64, c'est bizarre, mais oui, oui, c'est toujours Staline. Blop, j'en perds mes mots. Et l'histoire, vos joueurs vont passer leur temps en Pologne, et plus certainement dans la ville de Varsovie, d'où le nom de Warsaw, du jeu. Qui est en fait le terrain de jeu et le champ de bataille préféré des deux factions. Et c'est là que ça se bat d'une sorte de... un peu comme un Stalingrad, même si Stalingrad c'est beaucoup plus vite fini, mais en fait c'est ça, c'est les deux factions sont bloquées dans un status quo qu'ils n'arrivent pas à casser. Et justement, selon le camp des joueurs,
peut-être que les choses pourraient changer dans la guerre. Je vais... Donc, voilà la couverture un peu mieux vue, puisque ça c'est un scan directement de mon bouquin. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les autres images. Donc voilà la carte de la ville qui est une carte, si je me rappelle bien, que j'avais pris du forum Warsaw de chez John Doe. Malheureusement, je n'ai plus l'auteur en tête, donc j'ai incapable de créditer l'auteur et j'en suis tristement désolé. Si jamais l'auteur passe par là, il pourra toujours faire un coucou et j'éditerai la description de l'image, la description de la vidéo pour plus d'infos. Donc si jamais vous voulez savoir et que peut-être ça s'est vu, ben, allez voir juste en dessous. Peut-être que j'aurai plus d'infos à vous donner. Et l'image suivante, je ne vais pas encore vous la montrer, c'est la fiche perso. J'en reviendrai quand j'en parlerai du système. Donc bien sûr, en 50 ans plus de 50 ans de conflit, la vie est devenue très difficile pour les Polonais qui vivent encore dans cette ville. Les quelques-uns qui ont dépassé les 50 ans, qui vivent encore sur place, ben, ont connu la Pologne telle qu'elle était avant qu'elle se soit retrouvée un peu entre le marteau et l'enclume, sans mauvais jeu de mots. Mais la grande majorité des gens qui vivent encore à Varsovie ben, sont des gens plus jeunes et ben, n'ont connu que la guerre. D'ailleurs, comme je l'avais déjà raconté, les Allemands et les Soviétiques font de leur mieux pour effacer de l'histoire la Pologne et pour pouvoir s'approprier ben, le pays et la capitale. Et dire que ce sont des terres légitimes allemandes ou russes et que il n'y a pas de raison que les Polonais sont là pris au milieu, mais en fait le peuple polonais n'existe pas. Ce sont simplement des gens qui n'ont rien à voir sur le champ de bataille et qui devraient d'ailleurs partir. Il existe aussi dans cet univers, je l'avais déjà expliqué mais je le répète, un grand morceau de paranormal. Que ce soit dans certaines maladies qui changent les êtres humains, soit en des sortes de monstres assoiffés de sang, soit en des statues de métal. Comment la maladie est transmise? Eh ben, pour l'un, la rumeur veut que si tu te fais mordre par une de ces créatures assoiffées de sang, qui ont donc forcément été appelées les Bloods, eh ben, généralement, tu vas contracter la maladie, tu vas tomber malade toi aussi, un peu comme un zombie. Sauf que, à la différence d'un zombie, ben, il existe quelques très rares cas de gens qui reviennent de la maladie, qui arrivent au bout de quelques années à développer une immunité. Et même si leur corps est à jamais changé par la maladie, ben, ils retrouvent leur humanité. Et c'est d'ailleurs un archétype de personnage pour les joueurs. De l'autre côté, donc la maladie qui transforme les gens en morceaux de métal, c'est la Metal Pest. Et c'est lié généralement à des tempêtes de fragments de métal. Est-ce qu'il existe un moyen de guérir? Ça n'a pas l'air. Du moins, il n'y a rien de connu du grand public. Et généralement, quand on contracte une de ces deux maladies, ben, on est cuit. Et le plus simple, c'est de s'encarrer une dans le ciboulot avant qu'on souffre trop. Il y a aussi donc des éléments un peu plus paranormaux des deux côtés, des deux factions. Les Allemands, comme j'en avais parlé, ont ce qui s'appelle les Überm, pour Übermensch, ou Übermenschen, si je devrais parler un pluriel correct en allemand, si je me rappelle un peu de mes cours d'allemand. Et même si le nom rappelle un peu justement la pureté raciale de l'autre taré, là, eh bien, eux là, c'est pas ce côté pureté raciale qui est mis en avant, mais c'est vraiment ce côté surhumain, puisqu'ils ont des capacités complètement surhumaines, puisque ce sont
Plus proche que je pourrais vous dire, ouais, ce sont des psioniques hein, qui maîtrisent différents pouvoirs. Ils ont un système de classement, plus ils vont être classés haut, plus ils vont être dangereux. Il y a des rumeurs il y a des Uberms qui sont capables de, en un claquement de doigts, enfin quelque chose d'aussi instantané, tuer un quartier entier, voire plus. De l'autre côté, les Russes ont accès à de l'armement et à des technologies un peu folles. Ils ont déjà des masses métalliques, enfin des masses pardon électriques qui s'appellent des Elektro-Morgenstern. Oui, je sais, c'est un nom allemand, ça fait bizarre quand on parle de russe, mais bon, passons. Qui font des dégâts massifs et monstrueux et qui ne peuvent être difficilement maniées par un humain tellement elles sont lourdes. Par contre, c'est pas grave puisque ceux qui les manient d'habitude, ce sont ce qu'on appelle des Stakhanov et ce sont en fait, pour faire très simple, des soldats zombies. Ce sont des soldats qui sont généralement qui ont été tués au combat et qui ont été convertis relativement rapidement. Ou bien ce sont des fois des soldats ou des prisonniers qu'on a injectés d'une substance noire dégueulasse qui leur fait perdre toute volonté, qui leur donne une puissance surhumaine. Le gros problème, c'est que ça fout en l'air leur système immunitaire et ça détruit complètement la capacité du corps de se régénérer. Donc, généralement, bah, quand un Stakhanov prend des dégâts, c'est permanent. Donc voilà. Par contre, pour les tuer, vraiment les arrêter, faut en faire de la viande hachée, quoi, à peu près. Enfin bon, voilà, quoi. C'est vraiment un très gros soldat. Technologiquement parlant, les deux nations utilisent des zeppelins pour bombarder la ville. Il y a un peu d'aviation aussi, mais moins. Et les chars, forcément. Les soviétiques ont les chars qu'on connaît. Quelques variations près, quelques augmentations. Un peu Tesla punk, si on voudrait, un peu électro-punk près. Et les Allemands, eux, ils ont décidé que le Maus, qui était un prototype un peu de forteresse roulante qu'ils avaient voulu faire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ben c'était encore trop petit. Et donc là, ils ont créé ce qu'ils appellent les Überpanzer, qui sont des machins massifs et qui peuvent difficilement rouler sur une route carrossable normale. Déjà là, comme ça, en gros, ils traversent les bâtiments et ils détruisent comme ça. Enfin, ils passent où ils veulent parce que de toute façon, ils sont tellement lourds et tellement puissants que ils passent. Ils sont équipés de matériel, enfin de canons très lourds, capables de percer les blindés soviétiques sans trop de soucis. Et ils ont des mitrailleuses un peu partout que si jamais vous êtes un humain qui passe à portée et que et que les gars à l'intérieur ont décidé que vous étiez un danger pour le Neurach, et ben vous allez finir coupé en deux par une belle volée de plomb. Et puis voilà. Donc voilà, vous imaginez bien que tout ça vous donne une ville et un endroit qui est très dangereux, où survivre est quasiment impossible. Pour les civils, c'est soit ils arrivent à voler ou à commercer des rations avec les deux camps, ou bien ils arrivent à faire pousser, s'ils arrivent encore, parce que la terre est complètement cramée par 50 ans, plus de 50 ans de conflit avec toutes les saloperies qui ont été balancées sur le terrain. Sans parler du plomb, du cuivre et de tout ce qui reste derrière une fois qu'on a tiré comme des fous. Bref, ils ne peuvent plus que faire pousser une racine qui est très nutritive, mais hautement de mauvais goût. Mais bon, au moins on arrive à survivre avec ça. Voilà, il y a forcément plus d'électricité dans la ville, il y a forcément plus d'eau courante dans la ville. Il y a difficilement des rues empruntables sans trop risquer quand on est civil. Il faut savoir raser les murs ou passer de ruine en ruine pour pas se faire voir. Les snipers des deux camps sont toujours là et sont tout aussi mortels que ce qu'ils ont pu être dans les conflits dans les villes pendant la Seconde Guerre mondiale.
ou même après, hein, ce qui s'est vu, Sarajevo et compagnie. Enfin bon, voilà, les snipers sont dangereux et ils se soucient pas trop de savoir sur qui ils tirent. Tant que c'est pas le même uniforme que eux, ils vont tirer. Voilà. Vous avez une vague idée de l'ambiance générale. Les joueurs, comme je vous l'avais dit, sont des soldats allemands, sont des soldats russes ou des civils polonais qui essaient de survivre. Généralement, si vous jouez des civils ou voire même des soldats, ils vont généralement être à la tête d'une base qui mécaniquement s'appelle une faction. Euh, alors si c'est une faction polonaise, ben ça va être des civils qui vont essayer de survivre. Alors soit pour un but noble, genre la libération de la Pologne et surtout de Warsaw, et arriver à chasser les deux pays. Il y a d'ailleurs une faction, un groupe qui existe, qui est l'armée nationale, donc l'armée à Krajowa. Je suis désolé, hein, je parle pas le polonais. Donc si ça vous fait mal aux oreilles, vous m'en excuserez. Enfin, j'espère. Et bah, ces gens-là se battent pour récupérer l'indépendance de leur ville. Et donc généralement, ils vont commencer au moins par un quartier et essayer de gratter comme ça, de chasser petit à petit, rue par rue, immeuble par immeuble, les Allemands ou les Soviets. Et essayer de récupérer comme ça un, un morceau de la ville. Si je me rappelle bien, cette armée nationale, elle existe dans les ruines d'un château qui est dans le quartier. Alors je sais pas si la carte est assez grande, mais le quartier de Zoliborz, si je me rappelle bien. Ça fait très longtemps que j'ai plus joué au jeu de rôle, donc je peux me tromper. Il est sur la rive gauche de la Vistule. Je crois que le cours d'eau est du sud vers le nord. Je peux me tromper. Euh, En gros, chaque quartier aura une ambiance un peu différente. Forcément, il y a la ligne de front que vous pouvez voir sur la vidéo. C'est les Croix-Rouges. Et c'est généralement dans ces eaux-là que ça va commencer à cartonner si jamais vos joueurs doivent se retrouver sur le front, soit pris entre les deux forces, soit envoyés au front pour aller se faire tuer, parce que Varsovie est un choix à viande monstrueux et qui continue de détruire maintenant la deuxième, troisième génération de jeunes hommes des deux pays. Voilà. Il y a aussi dans les joueurs, enfin dans les archétypes possibles et présents, les espions internes des autres pays, puisque, comme j'avais dit, les autres pays sont sortis du conflit depuis un petit moment, certains. Mais il y a toujours plus ou moins deux blocs qui s'affrontent. Et donc, ben, il peut y avoir des espions infiltrés de pays anciennement alliés à l'un ou l'autre pour aider ou bien pour exfiltrer des gens, exfiltrer des technologies, puisqu'après tout, les deux expérimentent avec des choses un peu folles. Il y a aussi, dans les choses intéressantes à jouer, des journalistes qui rentrent volontairement dans la ville pour raconter ce qui s'y passe vraiment et ne pas se fier à la propagande des deux États. Et ben cela, leur problème après, ça va être premier problème, ça va être de rentrer, deuxième, ça va être d'y survivre, et le troisième, ensuite, ça va être de rencontrer les gens pour pouvoir leur parler, et le quatrième, et pas des moindres, quitter le pays. On quitte pas Warsaw comme ça. C'est plus facile d'y rentrer que d'y sortir, bizarrement. Voilà. Il y a encore plein de choses que je pourrais couvrir. Je suis presque à 20 minutes déjà à vous présenter cet univers. J'espère avoir pu vous convaincre un peu. Je vais vite sauter sur le système. Donc je vais vous présenter rapidement la fiche perso. Donc ça c'est la fiche perso sortie du bouquin. Pour faire simple, la partie supérieure, c'est vraiment la biométrie. Enfin, c'est les infos générales de votre personnage. Donc le nom, la carrière et le vécu vont être la carrière et le vécu vont être les choses qui vont vous permettre de construire le personnage,
puisque quand vous choisissez une carrière, vous récupérez dans le bouquin un paquet de compétences et de carac, et deux, trois autres choses, du matériel et des choses comme ça, ou des points de faction que vous pouvez investir après dans votre faction. Pareil pour le vécu. Le vécu, ça va un peu orienter le roleplay, surtout le background du personnage. Il y a de tout, hein. Il y a du survivant, il y a de l'ancien soldat, il y a du mercenaire, il y a du témoin gênant, enfin du témoin de crimes contre l'humanité. Enfin bon, il y a de tout. Ça peut toujours se créer avec l'accord de votre MJ, parce que le format est assez reconnaissable. Hein. C'est normalement deux bonus, un malus et du matos ou quelque chose d'autre. Comme dit, je sais plus si vous pourrez les trouver maintenant, mais il y a eu beaucoup de carrières et de vécus qui ont été créés en plus par justement les joueurs et l'auteur sur le forum pour un peu étoffer les choix et ça rend le jeu plus intéressant. Je sais que j'avais bricolé à l'époque une fiche Excel avec l'aide de mon pote Darit, une fiche Excel pour ce jeu, donc qui est pas super jolie, mais qui a l'avantage d'être à peu près complète, du moins de ce qu'on avait pu récupérer à l'époque. Si je retrouve le lien que j'avais fait, je pourrais peut-être la mettre dans la description. Je crois que j'en avais fait un dépôt GitHub, faudrait que je revoie, c'est pas dit. Enfin, je vais essayer, au pire je le mettrai en repo GitHub et puis voilà, ce sera récupérable comme ça. C'est un vieux document maintenant, ça fait très longtemps que j'y ai pu toucher. Si je me rappelle bien, j'en avais fait un truc Creative Commons, donc vous pourrez de toute façon l'utiliser et l'améliorer si vous en sentez le courage. Ensuite, le gros bloc, c'est dans la partie à gauche de l'écran. Les caractéristiques, donc ça, c'est les caracs Donjons et Dragonesques, comme vous connaissez. La grosse différence, c'est que ça va de 1 à 6. Et que c'est, comme je l'avais expliqué, ces caracs qui servent de réserve à votre personnage. Et à chaque fois qu'il va faire une action dans une situation très stressante, la réserve de fatigue de votre personnage, si ça tombe à 0, vous êtes out. Et en gros, vous êtes à la merci de l'univers. Donc il peut se passer des choses rigolotes ou pas, selon comment le MJ décide de vous rendre la vie difficile. Les fragilités sont des fragilités mentales de votre personnage au départ du jeu, qui vont être des sources de stress automatiques. Mais si vous arrivez à combattre ces fragilités, vous allez pouvoir gagner de l'adrénaline, qui est en fait une mécanique qui vous permet d'améliorer votre personnage pour développer des instincts de survie ou faire d'autres choses. Ça pourrait même être l'équivalent un peu de points de destin pour faire simple. Voilà, le bloc au milieu avec tous les seuils, ce sont, alors je vais pas m'attarder dessus parce que ça c'est hyper mécanique et c'est pas le plus intéressant, mais c'est nécessaire pour faire fonctionner le jeu. Le seuil de démence, le seuil de jugement, ça va être des seuils qui vont être là pour soit du positif, soit du négatif. Donc si vous descendez, si vous allez au-delà du seuil de démence, votre perso va développer une fragilité supplémentaire, voire un truc plus grave. Si vous dépassez le seuil de jugement, je sèche. Si vous dépassez le seuil de jugement, si je me rappelle bien, ça va aussi avoir un effet sur justement le fait de combattre une fragilité. Les blessures, c'est simple, hein, vous faites votre calcul de dés. Si vous dépassez un certain multiplicateur d'une somme de vos caracs, et vous allez prendre un seuil de dégâts. Comme vous pouvez le voir sur le personnage, chaque segment de votre corps a un certain nombre de dégâts. Plus vous avancez, plus le membre est endommagé. Si vous arrivez au dernier point, vous l'avez perdu. Et normalement, enfin non, pardon, si vous arrivez au dernier point, vous êtes mort, parce que si je me rappelle bien, le compteur général de blessures est à 7, donc comme pour un de vos membres.
En gros, vous avez pris tellement de trauma que vous allez mourir par choc. Et bien sûr, les dégâts des membres, enfin de tous les segments du corps, sont cumulatifs sur le compteur général. Autrement dit, si vous prenez 7 seuils de dégâts répartis sur tout le corps, ben, vous êtes mort quand même. Même si vous avez que 1 ou 2 seuils de dégâts, par exemple, sur le bras droit. Voilà, malgré tout, vous êtes mort. Et c'est ça qui va être dangereux, parce que les armes font beaucoup de dégâts. Déjà de base quand on tire au coup par coup. Mais si en plus vous prenez en rafale, et ben c'est les dégâts d'une balle fois le nombre de balles que vous venez d'encaisser. Donc ça monte très vite, très fort, et vous allez très vite mourir. C'est pour ça que quand vous voyez des gens avec des armes automatiques, ou pire une mitrailleuse, vous restez caché et vous attendez qu'ils passent. On arrive ensuite aux connaissances et aux spécialités, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce système. Alors les connaissances, on va dire, c'est les grosses boîtes dans lesquelles on va ranger des spécialités. Si vous avez une connaissance générale à 3, et ben si vous prenez les spécialités, elle démarre à 3 et elle ne fera que monter. Bien sûr, monter les spécialités coûte vachement moins cher que monter les connaissances générales, qui coûtent aussi vachement moins cher que faire monter une caractéristique. Et donc pourquoi je parle de tout ça? Eh bien que quand vous êtes dans une situation de stress, les combats sont forcément automatiquement une situation de stress, mais il peut y avoir aussi d'autres choses, genre vous venez de marcher, vous venez de voir le fil d'un piège avec une grenade, et bien ouais, vous êtes dans une situation de stress pour la désarmer. Ou bien vous savez qu'il y a des snipers et que vous devez ramper pour pas vous faire voir, et ben oui, ça aussi c'est une situation de stress. Donc le truc c'est que quand vous êtes en situation de stress, si vous jetez vos dés, et que vous faites un 1, vous allez perdre temporairement un point de la caractéristique que vous venez de tester. Et si vous arrivez à 0, vous êtes dans le caca, comme je l'avais déjà dit. Donc voilà. Et comment éviter ça? Eh bien, comme je l'avais dit dans RPG Day, l'idée c'est que vous allez simplement ne pas jeter un certain nombre de dés. Pour chaque dés de compétences que vous gardez, que vous mettez de côté, vous vous protégez d'autant de 1. Voilà. Donc, disons, j'ai 3 en esprit et 2, par exemple, en logistique... non, pardon, en stratégie navigation, par exemple. Donc, c'est une navigation, c'est dans le bloc stratégie, si je me rappelle bien. Je peux me gourer, mais c'est pas important, c'est pour l'exemple. Donc, ça nous fait 5. Je suis dans une situation de stress parce que je dois naviguer... à l'œil le long d'une route, sachant qu'il y a autour de moi une colonne de soldats allemands, et ben pour pas me faire voir et pour naviguer dans le bon sens, et ben je fais mon jet de dés, je vais garder un dé de côté, donc j'en jette plus que 4. Si je fais 2-1, et ben je vais perdre un point d'esprit temporairement. Et sinon, si je fais 0 ou 1-1, un seul 1, et ben les effets ne me concerneront pas. Voilà. Je pourrais encore expliquer plein de choses, mais en gros, sachez que ce jeu est assez simple. Le seul truc qui est un peu technique, c'est ça, c'est cette histoire de mettre des dés de côté, qui est un peu piégeux au début. Il n'y a pas de dés fous dans le jeu, c'est que du D6. Ce qu'il vous recommande pour vous y retrouver, c'est d'avoir des dés de couleurs différentes pour s'y retrouver facilement. Voilà. Dans le bouquin, si je me rappelle bien, il y a un scénario qui s'appelle Dies Irae. Je ne vais pas vous en parler, je vous laisserai le lire. Et surtout, l'idée c'est que derrière, il vous donne aussi une campagne, un enchaînement de scénar qui est assez intéressante si vous avez envie de vous lancer dedans. Et donc ça vous évite de vous lancer complètement à nu dans cet univers. Sachant que si vous avez peur des explications que je viens de vous donner, qui vous paraissent peut-être un peu sommaires et peu, eh bien sachez que sur les... je suis juste en train de regarder pour pas dire de bêtises. Sur les 121 pages
qui composent ce bouquin. Il y en a 50 pour le background, donc, qui expliquent les deux grosses factions, donc Neureich comme interne, qui expliquent toutes les factions qui existent et qui sont réparties sur les cartes, enfin dans les quartiers de la ville, donc les factions indépendantes. Et une fois que le système est expliqué, il y a encore un gros morceau sur ce qu'eux ils appellent dans le bouquin les innovations pionnières, et qui sont les choses paranormales de cet univers. Et après, il y a le scénario. Donc, vous n'êtes pas seul, il vous accompagne bien. En 120 pages, vous avez de quoi vous amuser un petit moment. Si vous voulez y jouer, le jeu est disponible, je l'espère, même s'il commence à se faire vieux. Et énormément chez John Doe. J'espère qu'ils en ont encore, parce que je ne sais pas. Je vais regarder si je le trouve sur RPG Book Drive Thru ou quelque chose comme ça. Et si je trouve un lien commercial pour vous permettre de le trouver dans le commerce à l'état neuf ou au moins en PDF, je mettrai le lien, même si pour moi il n'y a aucun intérêt. C'est juste pour vous permettre de le découvrir. Je rajouterai aussi dans la description le lien vers la page du GROG pour que vous puissiez voir d'autres avis. Mais dans l'ensemble, les retours qui ont été faits sur le GROG sont bons. Voilà. Eh bien, c'est sur ça que je vais achever ce premier épisode des jeux indés français, des perles françaises que j'ai pu trouver. Et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas trop quand, parce que ces vidéos prennent quand même un peu de temps, vont me prendre un peu de temps. Ça fait déjà, elle dure un peu long, et puis il va falloir l'éditer. Eh bien, en attendant le prochain épisode, qui sera cette fois-ci, je le sais déjà parce que j'ai décidé que j'allais vous présenter la prochaine fois un jeu dont j'ai parlé. Attendez, je vais l'attraper. Dont j'ai parlé dans la version anglaise de RPG Day. Oui, si vous, j'ai fait une réponse marathon de plus d'une heure d'une traite quasiment de toutes les questions d'RPG Day. Et donc, la prochaine fois, je vous parlerai de Luchadores, pardon. Qui est un jeu, la première édition était sortie chez Pulp Fever, mais je crois la deuxième est sortie chez OVNI. Voilà. Donc d'ici une semaine, peut-être deux, je vous parlerai de ce jeu-là. En attendant, passez un bon moment, amusez-vous bien. Et pour reprendre une phrase, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Allez, peace pal.